Le syndrome de verrouillage, les effets sur la qualité de vie. Qu'est-ce que c'est? Le syndrome de verrouillage est un trouble neurologique étant caractérisé par une paralysie des 4 membres, de l'anarthrite, c'est-à-dire une incapacité d'articuler les sons et les mots, ainsi qu'une paralysie du nerf crânien inférieur. Cette condition affecte les capacités de mouvement tout en conservant les capacités sensorielles et cognitives. Donc, la personne est éveillée, consciente et incapable de développer des mouvements de la parole, des membres et du visage. D'ailleurs, il y a généralement une ouverture conservée des yeux et des mouvements oculaires verticaux ou latéraux et des clignotements, ce qui sert de moyen de communication primaire. Le syndrome de verrouillage a été identifié pour la première fois en 1966 par Plum et Posner. Parmi les symptômes, l'anartrie est causée par la combinaison d'une difficulté de coordonner la respiration et la phonation et une paralysie des muscles articulatoires. De plus, il y a des mouvements faciaux et oculaires anormaux, ainsi qu'une difficulté à reconnaître l'orientation spatiale d'un membre. Cette condition particulière peut survenir soudainement ou progressivement par apparition de symptômes prémonitoires tels que le vertige, l'hémiparésie et les troubles de l'élocution. Le syndrome peut être de type classique, comportant une quadriplégie, une anartrie avec conscience préservée, des mouvements oculaires ainsi que des clignements de paupières. Le type incomplet consiste en la présence de mouvements volontaires autres que les mouvements oculaires, et le type total présente un état de conscience complet ainsi qu'une immobilité totale incluant tout mouvement des yeux. Des femmes et des hommes de tous les âges sont affectés, mais l'âge moyen est de 52 ans. Quelles sont les causes? Cette condition peut résulter de différentes maladies neurologiques, par exemple une inflammation aiguë des fibres efférentes dans le système nerveux périphérique causée par un syndrome de Guillain-Barré ou la dégénérescence des motoneurones dans le cortex et la cône ventrale de la moelle épinière qu'on appelle l'ASLA. Le syndrome peut également arriver suite à une inflammation des nerfs. La cause principale est une lésion bilatérale ventrale pontique au niveau du tronc cérébral. Cette lésion interrompt les principales voies descendantes, transmettant l'information motrice de la matière grise du cortex cérébral jusqu'au tronc cérébral ainsi qu'à la moelle épinière. La lésion ventrale des ponts provient majoritairement d'AVC causés principalement par une thrombose de l'artère bacillaire. La lésion cérébrale traumatique est la deuxième cause la plus fréquente, suivie de plusieurs autres causes secondaires. Les méthodes diagnostiques. Tout d'abord, la combinaison de méthodes instrumentales et de diagnostics comportementaux permet de réduire les erreurs de diagnostic du syndrome de verrouillage et d'améliorer le pronostic de réadaptation. La première méthode instrumentale est l'électroencéphalogramme qui est utilisée depuis les années 1950. Cette méthode mesure directement l'activité fonctionnelle des neurones corticaux. Il y a aussi les potentiels évoqués qui sont des variations de ce modèle. L'électromyographie est une autre technique permettant de mesurer l'activité électrique des muscles squelettiques. Dans cette méthode, des potentiels moteurs évoqués sont enregistrés à partir des muscles suite à une stimulation magnétique transcrânienne du cortex moteur. Chez les patients atteints du syndrome de verrouillage, les potentiels moteurs évoqués devraient disparaître car ce syndrome décrit une perturbation des voies motrices descendantes. Par ailleurs, l'imagerie par résonance magnétique permet de décrire la localisation exacte de la lésion pontique ainsi que les lésions d'accompagnement supplémentaires grâce à sa grande précision spatiale. Cette méthode est particulièrement importante pour les formes atypiques de traumatisme. Également, le PET scan mesure la consommation de glucose ou le débit sanguin dans l'évaluation cérébrale de l'état de repos, hautement caractéristique du niveau de conscience. Néanmoins, le syndrome de verrouillage est souvent mal diagnostiqué. Le diagnostic, il est d'une importance capitale que le diagnostic soit posé rapidement pour limiter les séquelles sévères. Bonjour! En fait, il y a plusieurs difficultés qui sont reliées au diagnostic du syndrome de verrouillage. En fait, les symptômes sont communs à d'autres diagnostics moins urgents, ce qui rend le diagnostic plus difficile et ce qui retarde aussi le début du traitement. Le diagnostic repose sur la capacité du médecin à réaliser que les manifestations du patient, sont reliées au tronc cérébral et qu'il y a justement un problème par rapport à la circulation postérieure qui va venir alimenter cette zone. En fait, le médecin examinateur doit effectuer un examen neurologique qui est suffisamment approfondi car les tests diagnostiques dans le cas du syndrome de verrouillage aigu sont souvent normaux. Toute suspicion de syndrome de verrouillage justifie donc une consultation neurologique et neuroradiologique immédiate.
Dans le syndrome de verrouillage, les potentiels évoqués devraient être normaux, car les lésions typiques des voies antérieures ne devraient affecter que les voies motrices descendantes, ce qui veut dire essentiellement que les voies sensorielles ascendantes, qui sont quant à elles postérieures au site lésionnel, restent inchangées. Cependant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les anomalies des potentiels évoqués auditifs ou somatosensoriels sont fréquentes. Parmi les traitements possibles, une thrombectomie aboutissant à la recanalisation permet une réduction de 40% de la mortalité. En effet, plus la thrombectomie est effectuée tôt suite à l'incident, meilleure est son efficacité. La réadaptation. Les patients qui en sont atteints ressentent le besoin d'obtenir différents services tels que de l'information claire, des soins complets et des modes de communication adaptés selon leur incapacité. Les principales interventions sont la rééducation multidisciplinaire précoce et intensive afin de récupérer les fonctions motrices. De plus, les rencontres en orthophonie permettent de recouvrer la parole. Généralement, 3 approches différentes peuvent être distinguées lors des interventions en réadaptation. Il y a la réactivation des fonctions détériorées, la compensation des fonctions perdues en utilisant d'autres capacités préservées et l'adaptation des demandes communicatives par l'environnement. Il est possible d'utiliser un ordinateur adapté avec Internet afin d'augmenter la communication. En fonction des capacités résiduelles, les orthophonistes choisissent le mode de communication le plus commode pour le client. Il dépend non seulement des capacités motrices conservées, mais également du degré de cognition, de la compréhension du langage et des fonctions visuelles et auditives. L'intervention du nutritionniste peut être nécessaire pour retrouver la mastication et permettre l'alimentation par voie orale. La récupération dure en moyenne 6 ans. Plus le patient est traité tôt, plus les chances de récupération sont bonnes. Cependant, la plupart du temps, les déficiences physiques demeurent importantes et seules quelques personnes progressent au point de pouvoir manipuler un objet. Peu de patients peuvent parler en faisant des phrases. La majorité d'entre eux ne peuvent même pas dire un seul mot uniformément. Sur une note plus positive, un grand pourcentage de patients retrouvent de la mobilité pour certaines fonctions motrices. En effet, 92% des patients retrouvent une mobilité limitée du cou et de la tête, 65% des patients retrouvent une mobilité limitée des membres supérieurs, alors que 74% retrouvent une mobilité limitée des membres inférieurs. La qualité de vie. Lorsqu'ils sont correctement diagnostiqués et traités, les patients atteints du syndrome de déverrouillage présentent un niveau de bien-être et de qualité de vie étonnamment élevé. Chez les personnes gravement handicapées, le statut de handicap, les dispositifs médicaux, le soutien social et familial et la dépression peuvent être des déterminants importants de leur qualité de vie. Les personnes atteintes du syndrome de verrouillage présentent des niveaux de qualité de vie relativement satisfaisants et stables dans le temps. Ces résultats suggèrent que la vie avec le syndrome de verrouillage vaut la peine d'être vécue, contrairement aux opinions générales et répandues. Plus de la moitié des patients atteints rapportent dorénavant vivre à domicile. Leur permet de préserver une bonne communication avec leur entourage, optimise leur autonomie et leur satisfaction quant à leur qualité de vie. Du côté des proches, on retrouve des manifestations d'anxiété et des pensées dépressives. Recevoir des informations médicales précises et respecter les souhaits des patients sont les besoins les plus importants pour les familles. Leur qualité de vie est en corrélation avec la satisfaction de leurs besoins. Qu'est-ce qui le différencie par rapport aux autres conditions? Le diagnostic du syndrome de verrouillage vise simplement à identifier les troubles cognitifs comme étant temporaires et secondaires. Contrairement à l'état végétatif et le mutisme akinétique, dans ce syndrome, il n'y a pas de déficience cognitive qui est mise en évidence. Aussi, après une lésion cérébrale traumatique, les données angiographiques peuvent aider à différencier un coma et un syndrome de verrouillage en raison d'une lésion traumatique de l'artère basilaire. Finalement, c'est le PET scan qui aide à la différenciation entre l'état végétatif et le syndrome de verrouillage. En effet, il montre des niveaux métaboliques élevés dans le cerveau des patients atteints du syndrome de verrouillage, contrairement à ceux dans un état végétatif suite à un coma. La mortalité. Le taux de mortalité pour une personne atteinte du syndrome de verrouillage est assez élevé. En effet, 87% des patients décèdent dans les 4 premiers mois de l'apparition de la maladie. Les causes les plus fréquentes de décès découlant de ce syndrome sont la pneumonie, les accidents vasculaires cérébraux, la nutrition artificielle ainsi que l'hydratation, l'arrêt cardiaque et l'hépatite. Une fois qu'un patient est médicalement stable, ses chances de survivre pendant 5 à 10 ans sont de 83% et il y a 40% de chances qu'il vive au moins 20 ans.